Alors, si vous voulez, on peut démarrer. Il est quelle heure? 18h07. On y va? Ouais, Allez. je crois que c'est bien. Hein, et puis, on introduira les personnes au fur et à mesure. Du coup, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour assister à cette conférence. Et on remercie Jérôme Bondu d'avoir bien voulu être parmi nous et nous partager son expertise en intelligence économique et sur un thème très particulier qu'il va nous évoquer. On en reparlera. Pour démarrer, on voulait déjà vous présenter en quelques mots rapides ce qu'on fait au sein des Singulières, parce que les Singulières, c'est une association qui a été fondée par trois femmes, dont deux, dont moi et Karina et Vanessa, que vous voyez probablement sur des petits écrans. Et la vocation des Singulières, c'est deux grandes choses, on va dire, c'est libérer le potentiel inexploité du féminin. Ça, c'est un premier point. Et puis, c'est de valoriser les intelligences singulières et la neurodiversité. Ça, comment on le fait? Donc, c'est plutôt un féminisme inclusif, comme vous l'aurez compris, qui n'est pas d'ailleurs un féminisme. Comment on le fait? On le fait, vous allez comprendre le lien avec la session d'aujourd'hui. On le fait avec trois grands piliers. Est-ce que tout le monde peut couper son micro? Pardon. Ouais. Merci. Ouais, merci. Juste pour vous présenter les trois grands piliers sur lesquels on agit et qui expliquent aussi le sujet qu'on traite aujourd'hui. Et on remercie encore une fois Jérôme. Je vais couper le micro parce qu'on entend. C'est pas qui parle. Sabrina, je suis en train de muter tout le monde. Je ne sais pas qui on entend. Faut que tu mutes. OK. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, merci Karina. Et donc c'est vous expliquer les trois grands piliers en fait sur lesquels on travaille au sein de l'association. Donc en fait, l'idée c'est d'accompagner le développement personnel de nos membres, donc par des sessions d'InDev où là on met à disposition des ressources pour aider au développement personnel, parce que sur le thème qui nous réunit au sein de l'asso, qui est la singularité, donc les personnes qu'on appelle haut potentiel intellectuel, émotionnel, créatif, eh bien il y a une très grande intensité donc sur ces domaines-là, y compris sensitive, et qui nécessite, comme tout le monde, mais de manière plus accentuée pour des personnes singulières, de faire un travail de développement personnel et d'apprendre à se connaître, parce que très souvent, les personnes singulières ne se comprennent pas elles-mêmes dans le détail et ont besoin vraiment d'apprendre à se connaître particulièrement pour pouvoir interagir avec les autres à cause du décalage qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est un des volets sur lesquels on œuvre au sein de l'association. Et on a aussi un volet important qui est le Think Lab. Et le Think Lab, c'est un laboratoire d'idées et c'est aujourd'hui sous cette ombrelle-là qu'on reçoit Jérôme. Et ce laboratoire d'idées, il a vocation à nous faire comprendre le monde et pour pouvoir mieux agir, puisque notre slogan chez les Singulières, c'est oser être singulière pour changer le monde. Et je tiens à souligner que c'est une association mixte, que nous ne sommes pas une association que de femmes. Mais l'idée derrière ça, c'est de dire, voilà, nous avons la capacité à apporter des idées, à réfléchir, donc donnons-nous les outils pour mieux comprendre et agissons aussi à travers des livres blancs, à travers des actions de pédagogie pour pouvoir apporter du changement, parce que les personnes singulières, généralement, sont très créatives, ont beaucoup d'idées, une compréhension profonde des enjeux, une capacité à comprendre qui est assez importante et qui mérite, en tout cas, c'est ce on essaie de porter au sein des Singulières, qui mérite justement d'être partagé avec plus de monde et de manière plus élargie à travers, comme je vous disais, des livres blancs ou des actions spécifiques. Par exemple, ce qu'on a fait dernièrement, on a organisé une exposition qui s'appelle Femmes à contre-courant avec les membres de notre association pour justement promouvoir ces femmes qui ont été invisibilisées et par l'histoire. Donc, on a fait 17 portraits de femmes et à travers ces femmes, on a aussi permis de faire de la pédagogie sur ce qu'est la singularité donc de ces femmes et aussi de pouvoir un petit peu en parler à travers des images et des exemples concrets. Donc voilà, ça c'est un exemple de nos actions. Aujourd'hui, au sein de ce moment qu'on partage ensemble, nous avons des membres et des non-membres de l'association. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui ne nous connaissent pas. On a aussi des membres qui sont nouveaux. Donc, bienvenue aussi à vous pour votre premier Think Lab. Aujourd'hui, on a choisi un thème
qui est un thème de société, qui est un thème très, comment dire, important pour comprendre le monde, et notamment celui de l'influence, de la façon dont on est, sans le savoir, influencé alors qu'on croit connaître, on croit comprendre, et finalement on ne comprend pas si bien que ça les grands enjeux géopolitiques, géostratégiques, et puis les ficelles de communication qui nous, voilà, dans lesquelles on est tous un petit peu dans cette toile qui nous est tissée. Donc, bah, merci Jérôme à toi d'être parmi nous pour nous partager ton expertise sur ce thème-là. Vous êtes plus influencé que vous ne le pensez. Tu es un expert en intelligence économique. Cela fait plus de 20 ans que tu travailles dans ce domaine. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes parce que tu en diras, tu te présenteras bien, de manière bien plus précise que ce que je peux faire. Et puis ensuite, on te laissera la parole pour que tu puisses nous dérouler ce sujet-là qui s'avère passionnant. N'oubliez pas, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser dans le chat. On peut interrompre voilà, Jérôme pendant son exposé, enfin pendant son déroulé. Et donc, vous n'hésitez pas à les poser. Et à la fin, on accordera une petite quinzaine de minutes aux questions-réponses. Mais voilà, sachant que vous pouvez l'interrompre pendant son partage, il est tout à fait ouvert à cela. Voilà. Jérôme, the floor is yours. Merci Sabrina. Ouais, ouais. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. C'est parti. Bah, écoutez, avant toute chose, merci pour cette invitation et je suis ravi d'être parmi vous ce soir. On va en effet parler d'influence et même de manipulation, voire même de propagande. Je définirai ces trois termes par la suite. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir qui parle et d'où il vient. Alors, pour ma part, je viens du monde de l'histoire, je suis historien de formation, j'ai fait 5 ans d'histoire, avec notamment une spécialisation en licence sur l'Égypte antique. D'ailleurs, j'ai une petite colle, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Vous pouvez enlever les micros, je pense. L'entrée d'un tombeau égyptien? Ouais, 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 lequel? Au hasard, Toutankhamon, oui. Oui, voilà, bingo, bien joué. Et en effet, c'était le sceau qui protégeait l'entrée de la tombe de Toutankhamon. Alors, vous savez que c'est la seule tombe qui n'a pas été, comment dire, qui était retrouvée complète. Et voilà, donc ça, c'était ma passion initiale. Après, j'ai fait beaucoup d'autres choses, hein. J'ai fait notamment de la gestion d'entreprise à l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, et j'ai fait un master d'intelligence économique. Aujourd'hui, je suis consultant, ma société Interléguéré travaille dans 3 domaines, la formation, les études et le conseil en organisation. Alors, Sabrina, tu m'as présenté comme étant un spécialiste de l'intelligence économique. L'intelligence économique, sans du tout être trop long sur cet aspect-là, s'épanouit dans 3 directions. La première direction, c'est la veille, hein, comment on surveille son environnement. La deuxième, c'est la maîtrise de l'influence. Et la troisième, c'est la maîtrise de ce qu'on appelle la sécurité informationnelle. Et ce soir, on va donc s'intéresser à ce deuxième pilier, qui est le pilier de l'influence, avec ses dérivés dont j'ai parlé il y a quelques instants, manipulation et propagande. J'ai écrit quelques ouvrages sur lesquels je passe très vite pour rentrer directement dans le sujet. Alors évidemment, quand on parle d'influence, il y a 2 questions qui nous viennent en tête, et Sabrina, tu me les as posées très rapidement quand on a échangé sur ce sujet. La première question, c'est finalement comment nous sommes influencés, et la deuxième, c'est comment peut-on conserver une indépendance d'esprit et d'action. Et c'est pas évident du tout, bien évidemment, hein. C'est pour ça que le sujet d'ailleurs est si intéressant. Si c'était facile, ça ne serait pas un sujet, ça ne serait pas une conférence ce soir. C'est bien parce que c'est compliqué qu'en fait, on a envie de creuser, on a envie d'en savoir plus. Et dans ce cadre-là, ben, ce soir, nous allons aborder 2 choses en rapport avec ces 2 questions. Je me propose de faire un déroulé des vecteurs d'influence. Et on va voir que ces vecteurs sont multiples, hein, bien évidemment. Ça peut être les autres, les mots qu'on utilise, la rhétorique, les autorités morales. Et je vais surtout m'amuser en fait à présenter des cas de figure réels. Je vais présenter des situations réelles dans lesquelles nous sommes, ou nous avons été, ou nous serons peut-être influencés. C'est ça qui va être intéressant ce soir. Donc, beaucoup d'exemples pratiques. Ça va faire la première partie. Et la deuxième partie, c'est essayer d'esquisser des vecteurs de résistance pour garder un recul critique. Comme l'a dit Sabrina, surtout n'hésitez pas à m'interrompre. Je suis jamais autant à l'aise que dans le débat, l'interaction, l'échange. Donc, allez-y vraiment de bon cœur. Et sinon, si vous voulez bien, ben, on va attaquer directement avec
quels sont les vecteurs d'influence. Alors, il y en a tout plein. Et quand on… Avant que tu démarres, excuse-moi, je voudrais juste faire un rappel pour dire que la session est enregistrée. Voilà, pardon. Pour prévenir les personnes qui nous ont rejoints un petit peu plus tard. Pardonne-moi, Jérôme, je te laisse dérouler. Non, c'est très, très bien, très, très bien. D'ailleurs, comme je n'ai pas une vision sur le module de conversation, si jamais il y a des questions qui sortent, Sabrina, tu t'en fais l'écho, tu lèves la main et je te donne la parole tout de suite. Alors, quand on parle des vecteurs d'influence, la problématique du conférencier, c'est de trouver un bon séquençage. Est-ce qu'on prend, par exemple, des séquences chronologiques? On pourrait parler des vecteurs d'influence durant l'Antiquité, le Moyen-Âge. Est-ce qu'on part plutôt des cibles, qui sont les cibles des vecteurs d'influence? Tout ça, c'est très compliqué. Moi, je vais prendre un mélange et j'ai envie de commencer par l'influence corporelle, c'est-à-dire finalement quand on rencontre quelqu'un, quand on voit quelqu'un, on a tout de suite plusieurs sentiments qui nous viennent. Le premier sentiment, c'est un sentiment de puissance. Alors, est-ce que vous saviez par exemple que quand on croise quelqu'un dans la rue, en quelques millièmes de seconde, on sait intuitivement si la personne est plus forte que nous? Voilà, c'est des choses qui sont mesurées, hein. Et on peut dire, bah, celui-là, si jamais je dois me battre avec lui, il va certainement gagner. Et tout le monde là, je ne parle pas d'une situation où on est dans une zone dangereuse, je parle d'une situation de la vie de tous les jours. Quand on croise quelqu'un, il y a tout de suite cette idée-là. C'est sans doute quelque chose qui remonte à très très longtemps, du temps où on était Cro-Magnon ou Néandertalien, on se baladait dans la savane, il fallait qu'on puisse rapidement juger de la force physique de la personne. Et aujourd'hui encore, la corpulence, ce qu'on appelle le langage non verbal, les éléments non verbaux qu'on peut avoir chez quelqu'un sont pris en compte. Et je vais vous raconter une première histoire. Toutes mes histoires sont vraies, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est un ami qui me l'a raconté, donc c'est une histoire que je tiens de la première main. C'est pas l'homme qui a vu l'ours, non. C'est un ami qui me dit que, alors c'est quelqu'un qui fait de l'investigation et on raconte que sur un contrat très très particulier, il n'y a qu'une seule personne qui pouvait lui donner une information fiable, c'est Gorbatchev. Et il se trouve qu'à cette époque-là, Gorbatchev avait écrit un livre et il faisait la tournée des capitales du monde. Et Gorbatchev s'arrêtait en France et notamment à Lyon. Et mon ami est lyonnais. Et il s'est dit, bah, la seule chance que j'ai de croiser Gorbatchev, c'est aller assister à sa conférence de promotion de son livre, et essayer de le croiser. Alors, vous représentez-vous ce que ça peut donner, hein. Gorbatchev fait sa conférence dans un amphi bondé, et bien, évidemment, après sa conférence, il s'éclipse. Et mon ami se doute bien qu'il a dû être invité dans une soirée privée, VIP, auquel mon ami n'a pas été convié. Mais il veut tenter sa chance. Il s'était renseigné auparavant pour savoir où était la salle VIP, et il décide d'y aller. Alors, il avait acheté son livre qu'il avait sous le bras. Et donc, il traverse un couloir. Au bout du couloir, il y a 2 gardes du corps qui protègent une porte. Derrière la porte, il y a certainement la réunion VIP. Et mon ami se dit, bon, il faut que j'arrive à passer. Et il se met dans la tête, il se met en position psychologique d'être invité. Il se dit, il faut que j'ai l'air d'être invité et il faut que j'ai l'air d'être la personne la plus importante de la soirée. Et il se met à changer sa démarche, à avancer sans même regarder les 2 gardes du corps, et il rentre sans être arrêté. Alors, on peut se dire que c'est une erreur des gardes du corps, mais peut-être ils avaient tout simplement lu son propre langage non verbal, qui est un langage d'autorité. Il rentre dans la salle, une cinquantaine de personnes, et bien sûr Gorbatchev entouré constamment de personnes avec qui il discute. Et il passe une première fois devant le groupe constitué par Gorbatchev et ses interlocuteurs. 10 minutes se passent, il repasse une seconde fois, 10 minutes se passent, il repasse une troisième fois, une quatrième, une cinquième. Ce qui fait qu'à un moment, au bout d'une petite heure, Gorbatchev l'appelle, le L, et lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? À force je vous vois passer devant moi, je sens que vous avez quelque chose à me demander. Et mon ami s'approche de lui et lui dit, bah, avant toute chose, je voulais vous féliciter, j'aimerais bien un autographe et j'ai aussi cette question à vous poser. Et Gorbatchev lui répond. Il lui donne la solution. Et j'adore cette histoire parce qu'elle montre bien que le langage non verbal, c'est quelque chose que nous pouvons lire et c'est quelque chose sur lequel que nous pouvons utiliser et qui est un véritable outil d'influence dans les relations interpersonnelles. Alors, petite colle, quand vous voyez $300 par an du centimètre, ça vous fait penser à quoi? Et vous pouvez tous participer par le biais du module de conversation. N'hésitez pas. À évoquer dans le chat, à écrire spontanément, parce que là, franchement, moi, j'avoue, je ne sais pas.
Eh ben, je vais vous le dire, on ne va pas perdre trop de temps, hein. Ça évoque du tissu. Alors, je ne sais pas à quoi vous pouvez penser, mais il a été calculé aux États-Unis que l'on gagnait en moyenne $300 en plus par an par centimètre de taille. Donc, quelqu'un qui fait 1,70 m par rapport à quelqu'un qui fait 1,80 m, en moyenne, évidemment, la personne qui fait 1,80 m gagne $3 000 par an en plus. Alors, corrélation n'est pas causalité, on est bien d'accord, néanmoins, c'est quand même une statistique intéressante et qui, encore une fois, insiste sur le fait que nous sommes des êtres pensants, mais néanmoins, le corporel, l'attitude, c'est des choses qui jouent. Vous avez en dessous la référence, je vous enverrai bien sûr mes diapositives, et en cliquant sur le bout d'article que vous avez en dessous, vous aurez tous les éléments qui permettront d'en comprendre plus. Et ça Alors, l'assurance aussi, parce que il y a le physique pur et il y a l'assurance d'avoir cet ascendant. Donc, tu as un peu les deux dans ce que tu évoques, en tout cas dans ton exemple. D'où absolument le langage non verbal, qui est d'ailleurs utilisé dans divers domaines, hein. On peut parler de programmation neurolinguistique, on peut parler de synergologie. La synergologie n'est pas une science académique, hein, c'est même un truc qui a été relativement décrié, mais je le cite pour mémoire et pour apprendre un mot nouveau. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels, en effet, on apprend à transformer son attitude. D'ailleurs, les commerciaux, on leur apprend, quand ils font du télémarketing, à sourire au téléphone parce qu'ils disent, les professeurs de communication et d'action commerciale disent le sourire s'entend. Donc, en effet, on peut transformer ça. Je vous passe sur ces deux diapositives qui sont assez rigolotes. On pourra, s'il y a des questions, je pourrais vous expliquer ce que c'est, mais j'ai tellement d'histoires que voilà, j'ai envie d'avancer. Alors, l'influence du corporel, l'influence des mots aussi, bien évidemment, et peut-être que certains d'entre vous, les plus âgés d'entre vous, ont en tête ce débat télévisé entre Giscard et Mitterrand, où à un moment, Giscard d'Estaing répond à Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Mitterrand. Et c'est quelque chose qu'il va répéter plusieurs fois, 3 à 4 fois, hein. J'ai revu la vidéo tout récemment pour préparer cette conférence. Et bien évidemment, on le sait tous, hein, il y a même un domaine qui chapeaute cette utilisation des mots qui s'appelle la rhétorique. Je viens de finir un livre d'un auteur qui s'appelle Clément Viktorovitch, 500 pages, dans lesquelles il disserte sur l'importance des mots. Et on le sait, mais par contre, quand on est victime, on s'en rend moins compte. Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui est clivant, j'en ai bien conscience, mais intéressant quand même. J'achète bio depuis tout le temps, hein, et quand le label bio est apparu, j'avais, je crois, 13 ans, si j'ai bonne mémoire, 13 ou 15 ans. Et à l'époque, je me suis dit, ce label est une connerie. Et pourquoi je me suis dit ça? Parce que, bien que déjà j'avais à l'époque une conscience écologique, je me suis dit, mais si on fait un label pour ce qui est bio, ça veut dire que ça va être des magasins particuliers, des prix particuliers, des filières particulières. Donc ça veut dire que la normalité, c'est le pas bio. C'est-à-dire que si je vais chez un maraîcher ou dans un magasin et je dis donnez-moi un kilo de tomates ou 1 kilo de carottes, la normalité, c'est qu'il me donne des choses qui ne soient pas bio. Vous me suivez? Donc je m'étais dit à l'époque, c'est débile, c'est pas ça qu'il aurait fallu faire. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est ça. Et ça, c'est une image que j'ai vue récemment et j'ai trouvé ça génial. Je dis oui, mais c'est bien de stigmatiser, dans un sens, le bio, mais pourquoi on n'a pas plutôt stigmatisé le pas bio, vous voyez? Et on se rend compte que le choix des mots peut avoir une influence cachée et qui peut nous inciter dans notre comportement d'achat. Moi, j'aurais peut-être préféré qu'on stigmatise le pas bio plutôt que le bio. Je passe rapidement et j'aimerais bien vous parler maintenant de l'influence des écrits. Alors, il y a 3 images, choisissez celle que vous voulez. On a un serpent, on a un coq et on a un truc tout bizarre en bas à gauche. Sabrina, est-ce qu'il y a une image qui t'inspire plus qu'une autre? Tous les 3 sont intéressantes. Les 2 premières, les 2 animaux sont peut-être un petit peu plus savoureuses et surtout moins anxiogènes, parce que la 3e, je vais te le dire tout de suite, hein, c'est la page de couverture du protocole des sièges de Sion. Donc, si on veut rester dans une conférence légère, peut-être que le coq est plus amusant, ou le serpent. Sabrina, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Le serpent. Les formes Alors, qui se alors, répètent.
Ah, j'aime bien. Ouais, alors, le serpent, vous avez ici une représentation du dieu serpent chez les Égyptiens. Le dieu serpent s'appelait Apophis. Et les Égyptiens donnaient tellement de poids à l'écrit. D'ailleurs, il faut savoir que hiéroglyphe, c'est l'écriture sacrée, un hiéro qu'on va retrouver dans hiératique, par exemple. Hein. Glyphe, c'est écriture, donc hiéroglyphe, écriture sacrée, accordait tellement de poids au hiéroglyphe que quand il graffait le dieu serpent Apophis, il le perçait de couteau de peur qu'il ne se réveille. Parce que, bien évidemment, les écrits vivaient dans l'idéologie égyptienne. Et c'est tout à fait symbolique de la force que peuvent avoir les écrits. Je vais vous parler du coq quelques instants. Vous savez que le coq est l'emblème de la France, mais pourquoi est-il l'emblème de la France? Pareil, n'hésitez pas à donner vos idées dans le module de discussion. Sabrina, tu sais pourquoi le coq est l'emblème de la France? Non, j'en ai aucune idée, sincèrement. Et Peut-être parce qu'il se réveille le matin, donc c'est le symbole du travail. Je sais pas. ouais, on dit aussi que c'est le seul animal qui sait chanter les pieds dans la mer, des choses comme ça. Eh bien non, pas du tout. Et en fait, au départ, c'est une moquerie. Alors, on va se projeter en 60 avant Jésus-Christ, à une époque où Jules César fait la conquête des Gaules. En fait, au travers de la conquête des Gaules, ce que voulait César, c'est pas un territoire, c'est les pleins pouvoirs à Rome. C'est ça qui l'intéressait vraiment. Je ne vais pas dire que la Gaule, il s'en foutait, simplement la Gaule, pour lui, était un vecteur de progression dans la hiérarchie. Alors, il était déjà proconsul, il était déjà très très haut dans la hiérarchie romaine, mais il voulait que le Sénat lui attribue les pleins pouvoirs. Et, et vous savez que César était un lettré, et au-delà de la conquête territoriale, il a fait un livre. Ce livre, c'est Mémoire de la conquête des Gaules. Et le livre s'adressait au Sénat romain. Il voulait prouver en quelque sorte sa valeur militaire. Et dans ce livre, il va faire un jeu de mots. Alors, il faut savoir qu'en latin, gaulois se dit Gallus, mais coq se dit aussi Gallus. Et donc, il y a un jeu de mots qui est très très simple, puisque Gallus veut dire en même temps les Gaulois et les coqs. Et donc, il était simple de se moquer des Gaulois au travers de ce jeu de mots, et au travers de cette moquerie, de rehausser quelque part son prestige de vainqueur de la Gaule. C'est pour ça que le coq a été associé d'abord aux Gaulois et puis ensuite aux Francs, qui n'ont rien à voir avec les Gaulois, on le sait bien, qui sont arrivés dans les grandes migrations du IVe siècle après Jésus-Christ. Et figurez-vous que, paradoxalement, eh bien, le coq est resté. Et c'est intéressant de voir qu'au départ, c'est une moquerie envers un peuple qui, par la suite, est resté, nous a été associé, et qui, 2060 ans après, quasiment 2100 ans après, reste toujours comme étant l'emblème de la France. Donc là, si vous voulez, pour moi, c'est un exemple tout à fait intéressant pour montrer que les écrits peuvent tout à fait colorer jusqu'à l'image que peut avoir une nation comme la nation française. Alors, je ne sais pas si Google, par exemple, existera dans 2000 ans, mais pour vous faire un parallèle, pour vous montrer qu'il y a des choses qui peuvent tout à fait s'imprégner dans la culture et marquer de son empreinte l'image qu'on peut avoir. Et puis surtout qu'on en oublie le sens premier. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se l'approprie, mais on a oublié ce qui était caché derrière. Et tu as tout à fait raison, et on se flagelle encore d'ailleurs, nous autres Français, en nous disant mais oui, mais on est querelleurs, et on s'attribue quelques comportements que peuvent avoir le coq. Tout à fait. Mm. Alors, encore une fois, on saute les étapes, hein, on arrive à une époque contemporaine. Et Sabrina, sais-tu pourquoi, dans les pays anglo-saxons, on mange assez facilement au petit déjeuner des œufs et du bacon? Publicité, marketing, communication, non? Eh bien, figure-toi que dans les années 1930, tu as quelqu'un qui s'appelle Édouard Bernays, qui va se mettre à son compte et va travailler pour des entreprises. C'est quelqu'un qui va inventer le métier de relations publiques ou le métier de spin doctor, et il va avoir comme parmi ses premiers clients quelqu'un qui vend du bacon. Et ce vendeur de bacon, ce patron de cette boîte de bacon, lui dit: écoutez, mon cher Édouard Bernays, qu'est-ce que vous pourriez faire pour me permettre de vendre plus de bacon? Et Édouard Bernays lui dit en substance: je ne vais pas travailler pour votre marque, je vais travailler pour vendre plus de bacon, et de toute façon, vous allez y gagner. Et pour ce faire, Édouard Bernays se dit: je ne vais pas faire une publicité classique, je vais essayer de transformer l'image du bacon auprès du grand public. Comme lui-même, Édouard Bernays, comme lui-même n'a aucune autorité,
il va s'adresser à quelqu'un qui peut avoir une autorité sur tout ce qui est nutrition, un médecin. Et il va demander à ce médecin, mais est-ce que vous pensez qu'il est positif de manger le matin des petits déjeuners copieux? Et ce médecin lui répond, bah oui, bien évidemment. Et là-dessus, Edouard Bernays fait un sondage, une enquête auprès de 4000 médecins américains, et il leur dit, pensez-vous, comme l'un de vos confrères, qu'il soit préférable d'avoir des petits déjeuners copieux le matin? Alors vous voyez d'ailleurs que dans la formulation, il dit, pensez-vous comme l'un de vos confrères? Déjà, il les incite à répondre oui. Et en l'occurrence, oui, il a quasiment 4000 réponses. Et seulement par la suite, il va faire une campagne de publicité en disant 4000 médecins américains recommandent d'avoir des petits déjeuners copieux. Donc ça, c'est les résultats de l'enquête, et il ne ment pas en quelque sorte. Et il rajoute en dessous, les petits déjeuners les plus copieux, ce sont des œufs au bacon. Et c'est quelqu'un qui va, en quelque sorte, Edouard Bernays, qui va inventer le petit déjeuner de l'œuf au bacon pour répondre à la commande d'un client. Et vous savez maintenant, ceux qui ont été dans des hôtels internationaux, même en France, hein, ont au choix au petit déjeuner des œufs au bacon. C'est tout à fait incroyable d'avoir pu comme ça transformer une mode alimentaire. On passe encore les étapes et on passe aussi les années. Il y a quelque part un plan semi-chronologique dans les exemples que je vous présente. Et je vais vous rappeler en 2 mots la très célèbre expérience de Stanley Milgram, qui est maintenant très, très connue. Et je vous rappelle en 2 mots les fondamentaux. Stanley Milgram est professeur de sociologie. C'est quelqu'un qui est de religion juive et quelqu'un qui a travaillé notamment sur ce qu'on a appelé le 101e bataillon de Hambourg. Alors, sans entrer dans des détails morbides, c'est un bataillon qui s'est particulièrement illustré pendant la Seconde Guerre mondiale et dans le massacre de villages entiers. Et Stanley Milgram se dit, mais finalement, qu'est-ce qui a transformé? Alors, ce 101e bataillon de Hambourg était constitué de policiers, de gendarmes, ce n'était pas des militaires. Et c'est ça qui a intrigué Stanley Milgram, et il s'est demandé comment des personnes qui n'étaient pas des militaires, qui avaient des enfants, qui étaient mariés, ont pu être transformés en bêtes inhumaines. Et l'expérience, vous la connaissez, il va prendre des personnes dans le grand public, alors il va passer une annonce, les personnes vont répondre à cette annonce. Le prétexte de cette annonce est simplement de faire une expérience sur la mémoire. Et donc, il va y avoir des personnes issues du grand public, qui vont devoir poser des questions à un cobaye, et le cobaye va faire exprès de se tromper. Donc, dans cette expérience sur la mémoire, vous avez quelqu'un qui est tiré au hasard, en quelque sorte, qui pose des questions. La personne qui doit répondre se trompe assez facilement, et donc, vous avez ces personnes qui vont devoir infliger des décharges électriques à des personnes qu'elles ne connaissent pas, dans le cadre d'une expérience sur la mémoire. Ils ont un compteur face à elles, et je crois que ça va de 15 en 15 volts en 15 volts. Et sur ce compteur, au-delà de mémoire, au-delà de 180 volts, c'est marqué danger. Au-delà de 220, c'est marqué mortel. Et au-delà de 300 volts, sur ce compteur, c'est marqué XXX. Et donc, Sabrina, tu peux t'imaginer avoir été tiré au sort, à poser des questions à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu as à côté de toi un professeur en blouse blanche ou en blouse grise, l'histoire diffère, mais peu importe, quelqu'un en blouse, et tu poses des questions et la personne répond mal, et toi, ton rôle, c'est simplement d'envoyer des décharges électriques de 15 volts en 15 volts, et tu augmentes 15, 30, 45, 60, etc. Et la personne a de plus en plus mal, et elle crie. Et tu as des doutes. Et la personne en blouse blanche, le professeur te dit de continuer. Et bon, le grand public connaît cette histoire, c'est pour ça que je l'ai racontée assez rapidement, mais Stanley Milgram s'est aperçu que 66% de la population testée dépassait les 220 volts. C'est-à-dire que 66% de la population testée envoyait des décharges qu'elle savait mortelles à quelqu'un qui n'avait pas demandé ça en quelque sorte, simplement parce qu'un professeur en blouse à côté, donc dépositaire de l'autorité, lui demandait. Et quand la personne qui envoyait les décharges avait des doutes, qu'elle disait « mais non, je vais partir, votre truc, c'est insensé, vous voyez bien qu'il a mal », le professeur Milgram répondait invariablement « je prends toute la responsabilité de cette expérience ». Et dans ce cadre-là,
la personne testée, continuer. Et voilà. Alors, cette expérience, je m'empresse de le dire, a été critiquée par la suite. Des expériences similaires ont été reproduites, qui ne montraient pas les mêmes résultats. Bon, je ne vais pas rentrer dans des détails, dans des débats de sociologues. Néanmoins, il est prouvé quand même que nous avons tous un seuil de soumission à l'autorité qui est importante. Et là, vous avez une variable d'influence qui est absolument incroyable, qui, encore une fois, si on revient à la Seconde Guerre mondiale, qui a été utilisée, on le sait bien, mais à laquelle nous sommes tous quelque part dépendants. Ce qui fait peur d'ailleurs, ce qui peut nous faire douter parfois de la nature humaine. Et de toute façon, plus je vais avancer dans cette conférence, je regarde l'heure en même temps, 18h37, plus vous allez voir qu'il y a des exemples qui ne sont pas presque, comment dire, sont pas effrayants, mais presque, qui pourraient nous inciter à avoir un recul d'autant plus important que nous sommes finalement une pâte malléable. Nous pensons avoir une sorte de conscience de nous-mêmes et de capacité à diriger notre vie, alors qu'en réalité, pas du tout. En tout cas, beaucoup d'exemples vont dans un sens contraire. Je vais peut-être passer sur l'exemple de la cigarette, parce qu'on reste sur Édouard Bernays. Je vais peut-être passer l'exemple du cinéma, ou alors peut-être je vais vous poser une question très rapide. Sabrina, quelles sont selon toi les valeurs morales associées au monde du cow-boy? Donne-moi des valeurs morales. Me dis pas chapeau, revolver et cheval, parce que ce n'est pas des valeurs morales. En quelques mots. Courage, Loyauté? ouais. Courage, loyauté. Un troisième. Si vous voulez intervenir aussi, toutes les personnes qui participent à la conférence, n'hésitez pas à intervenir. Justicier, j'ai envie de dire. Allez, j'en ai assez. Courage, loyauté, justicier. On va simplement déconstruire. Vous avez compris que dans cette conférence, j'essaie de déconstruire un maximum de choses. On va déconstruire le mythe du cow-boy. Alors, le cow-boy, c'est quoi? C'est quelqu'un qui accompagne des troupeaux de bœufs entre les grandes plaines de l'Ouest où les bœufs paissent, donc se nourrissent, et les grands abattoirs, notamment l'abattoir de Chicago. Il y a 2000 km, grosso modo, entre les grandes plaines de l'Ouest et Chicago, ce qui fait plusieurs dizaines, centaines de jours de transhumance. Le cow-boy ne se lave pas. Le cow-boy dort parfois sur son cheval. Le cow-boy a une vie terrible, en quelque sorte. Le cow-boy fait un métier extrêmement dur, qui, en général, dans un pays, fait les métiers les plus durs. Les nouveaux arrivants. Qui sont les nouveaux arrivants? En partie les Mexicains, et aussi les Noirs qui ont été affranchis à partir de 1862. Parce qu'on ne sait pas, c'est que on estime qu'un tiers des cow-boys étaient noirs ou mexicains. Citez-moi un film de cow-boy dont le héros est un noir ou un mexicain. Il n'y en a qu'un, c'est Django. C'est-à-dire que le mythe du cow-boy, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité, qui était encore une fois une vie extrêmement dure, une vie de... Alors d'ailleurs, on ne faisait pas crédit au cow-boy. Le cow-boy n'avait pas de crédit, donc pas de crédit, pas de maison, pas de femme, pas de foyer. Enfin, vous voyez. Donc c'était vraiment on va dire le métier le plus dur de la société américaine de l'époque. Et pourtant, on en a fait une figure magnifique. Vous avez le magnifique Clint Eastwood, et avec trois valeurs que vous avez gentiment associées, des valeurs de justice, de courage et de loyauté, ce qui était certainement à l'opposé de ce que les contemporains des cow-boys avaient comme vision de cette activité. Et là encore, vous avez la présentation du pouvoir d'influence du cinéma, pouvoir d'influence qu'on range dans un grand paquet qu'on appelle le soft power en anglais, le pouvoir d'influence, et qui fait que quand on possède ce pouvoir d'influence, on possède la capacité à transformer notre vision du monde. Je peux faire une petite digression rapide sur les singuliers, peut-être sur le fait que la façon dont ils sont montrés, notamment dans les films, il y a une série qui s'appelle HPI, qui les montre sous un angle particulier. Et c'est vrai que ça a une incidence sur la perception du public sur ce qu'est une personne, par exemple, qu'on appelle à haut quotient intellectuel, et qui est un génie, qui fait des calculs automatiques, voilà, et qui sait faire des opérations pas possibles. Et c'est vrai que c'est ce raccourci qui est donné par, du coup, notamment là, cette série, mais encore une fois, par le cinéma avec Redman et compagnie. Voilà, je trouvais intéressant de souligner. Absolument. Et ces gens-là, qu'on appelle des supercalculateurs, sont une catégorie de HPI extrêmement particulière et loin d'être la norme.
Ils ont le syndrome. Un mot, alors, on arrive sur la géopolitique. Un mot sur Chiquita Banana. On est en 1954, si j'ai bonne mémoire, et vous avez un président de centre-gauche qui s'est fait élire au Guatemala. Vous avez une partie de la population qui sont des paysans pauvres, sans terre, et vous avez une partie des terres qui ont été achetées par la United Fruit Company, qui est une boîte américaine. Ces terres sont inexploitées. La United l'a achetée au cas où elle voudrait planter des nouveaux bananiers, par exemple, hein, pour augmenter la production et les ventes aux États-Unis. Et Jacob Arbenz, le président de centre-gauche, va voir le patron de la United et lui dit, en substance, écoute, je te rachète tes terres inexploitées, moi je veux les offrir à mes paysans pauvres. Et il y a le président de la United qui est pas du tout d'accord et qui va voir son frère. Et il se trouve que son frère n'est autre que le patron de la CIA, Alan Dulles. Et le patron de la United, John Foster Dulles, il enjoint son frangin à agir contre Jacobo Arbenz. Il lui dit, mais ce gars-là, c'est un dangereux communiste. Si vous laissez faire, il va y avoir une contagion communiste en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Bon, voilà. Et vous avez la CIA qui va se mettre en tête de renverser Jacobo Arbenz. Et c'est là où intervient à nouveau notre ami Édouard Bernays, dont j'ai parlé tout à l'heure, celui de Bacon. Édouard Bernays va monter une véritable opération de communication, une véritable opération de manipulation à l'attention des journalistes américains, et il va faire passer effectivement Jacob Arbenz pour un odieux communiste, ce qui fait qu'il va y avoir une couverture presse absolument dégueulasse de ce qui se passe au Guatemala, aux États-Unis, et ce qui va entraîner une intervention de la CIA. Pour finir mon histoire, la guerre civile qui va suivre va faire 200 000 morts. 200 000 morts pour que la United puisse conserver ses terrains inexploités et éviter qu'un président ne les rachète et les offre à ses paysans pauvres. Et là, vous voyez que tout d'un coup, on passe de l'influence à la manipulation et une forme de propagande avec des conséquences qui ne sont pas simplement le fait d'envoyer des décharges électriques ou le fait, comme les premiers exemples, d'avoir une assurance corporelle, un choix des mots, une rhétorique qui va bien. On est sur l'influence qui va transformer ce qui peut se passer dans un pays et avoir des conséquences, pour le coup néfastes, de grande ampleur. Donc c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête quand on parle d'influence, de manipulation et de propagande. On peut avoir des niveaux d'impact qui peuvent être très différents. Aller jusqu'à, par exemple, jusqu'à l'écrasement total d'un pays. Et là, Sabrina, tu m'arrêtes, hein, mais parce qu'après, j'ai la deuxième partie aussi hein, sur les techniques qui nous redonnent le contrôle, qui essayent de nous redonner le contrôle. Mais on peut dire un mot aussi sur l'Irak, qui est un de mes sujets favoris. Et d'ailleurs, il y a une filiation, en quelque sorte, avec ce qui s'était passé au Guatemala en 1954. Parce que figurez-vous qu'à peu près dans la même période, en Iran, vous avez Mossadegh, qui est Premier ministre, et Mossadegh veut nationaliser l'entreprise d'extraction de pétrole. Les Anglais et les Américains ne voient pas ça d'un bon oeil, et Mossadegh va être renversé, et à la place, nos amis américains vont placer le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran qui va avoir une politique bien évidemment pro-américaine jusqu'au moment où il va y avoir une révolution et va être remplacé par l'ayatollah Khomeini. Et c'est là que ça va se corser dans cette région du monde. Il se trouve que les États-Unis vont armer Saddam Hussein de telle manière à ce que Saddam Hussein combatte l'Iran. Il va y avoir deux guerres, les guerres Iran-Irak, entre 1980 et 1990. Et j'arrive au fait de mon histoire. 1990, fin des guerres Iran-Irak, Saddam Hussein est surarmé et vous avez les Saoudiens qui vont voir les Américains et qui leur disent « Mais vous êtes rigolos, vous Américains, mais c'était très bien quand Saddam Hussein luttait contre l'Iran. L'Iran, c'est chiite, nous, on est sunnites, donc ça faisait notre affaire. Mais maintenant que les guerres sont finies, l'ami Saddam Hussein, surarmé, baassiste, laïque, nous, ça nous gêne,
nous, Saoudiens, parce que il pourrait très bien finir par nous embêter. Il va y avoir, vous voyez où je veux en venir, il va y avoir une volte-face de nos amis américains qui, après avoir armé Saddam Hussein, c'est ce qu'on appelle une guerre de proxy, hein, quand tu utilises un pays pour faire la guerre à un autre pays, c'est une guerre de proxy. Après avoir utilisé Saddam Hussein comme proxy contre l'Iran, les Américains vont décider de dézinguer notre ami Saddam Hussein. Mais c'est un retournement qui n'est pas facile. Après l'attaque de l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, il faut un élément déclencheur. Il faut quelque chose qui fasse comprendre aux Américains et au monde entier que Saddam Hussein, il n'est pas gentil du tout, du tout, du tout. Et c'est là où intervient la grande manipulation dont je vais vous parler. Il se trouve qu'il va y avoir le témoignage d'une jeune fille. Alors, à chaque fois, vous avez les liens, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour aller voir toutes les sources. Hein. Vous allez avoir le témoignage d'une jeune fille qui se fait appeler Naïra devant une commission du Congrès américain. Et en pleurs, elle va expliquer qu'elle était à Kuwait City quand les troupes de Saddam Hussein sont arrivées. Et des soldats américains sont rentrés dans la maternité où se trouvait cette jeune fille et ils vont prendre des couveuses dans lesquelles il y avait des enfants prématurés. C'est ce qu'on a appelé le scandale des couveuses. Elle est en pleurs, ça dure 6 minutes, elle chiale comme une madeleine, elle dit que les enfants sont morts sur le sol froid, elle donne des détails, elle parle de son neveu qui était né prématuré peu de temps auparavant, etc. Les plus hautes autorités américaines vont reprendre son témoignage, y compris George Bush père. Je vous rappelle que George Bush, c'est l'ancien, alors il est président des États-Unis au moment où ça se passe, c'est l'ancien président de la CIA. Donc le mec, il est ancien président de la CIA, président des États-Unis, c'est le mec le plus informé au monde, et il reprend cette histoire, qui est fausse. Et c'est cette histoire qui va retourner l'opinion publique américaine, retourner le monde entier, et qui va permettre l'invasion de l'Irak par les troupes américaines et de la coalition internationale. Et là, on est un magnifique exemple de propagande de guerre. Je vous avais dit que je vous définirais ces 3 termes, je pense que c'est le moment. Alors, ce que je vous donne, ce n'est pas une définition académique, attention, hein, il y a plein de définitions différentes selon que vous êtes dans le domaine géopolitique, sociologique, psychosociologique, mais néanmoins, il y a un découpage qui est très simple. L'influence n'est ni positive ni négative en soi. Moi, j'influence mes enfants pour qu'ils travaillent bien à l'école. L'influence, c'est changer la perception de quelqu'un sur quelque chose. La manipulation a une connotation négative. C'est changer la perception de quelqu'un sur quelque chose et que cela lui nuise. Si Sabrina, je t'influence pour que tu prennes de la drogue, c'est plus d'influence, c'est de la manipulation. D'accord? Donc on a influence, on a manipulation. Propagande, c'est changer la perception d'un grand nombre de personnes sur quelque chose à des fins négatives. Donc, vous avez comme ça une gradation. Je rappelle que ce n'est pas académique. Si vous allez sur Wikipédia, vous trouvez des définitions différentes. Mais moi, je trouve que c'est très simple de garder ça en tête. Manipulation, influence, propagande. Et là, on est sur un acte de propagande. Alors, j'avance vite. J'avance vite parce que… Je me permets juste une remarque. Cette jeune fille, on a découvert après que c'était la fille de l'ambassadeur d'Irak aux États-Unis, non? C'est ça? Du Koweït aux États-Unis, c'est Naïra Al-Saba qui en effet… Alors, tu me relances, je vais juste finir mon histoire. Je suis désolée, on avance, mais je voulais… Cette fille, pourquoi c'était faux? Parce qu'elle était… voilà. Ouais. Allez, on passe là-dessus. Oui, l'influence des GAFAM. Alors, il y a énormément de livres, je vous donnerai des références tout à l'heure, qui expliquent que les GAFAM, et notamment Facebook, ont un impact délétère sur la démocratie. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, il y a beaucoup à dire. Je vous conseille la lecture de Shoshana Zuboff, traduit en français, l'âge du capitalisme de surveillance. Pour peu qu'on ait une conscience sociale, on se rend compte qu'il faut être extrêmement vigilant parce que nous rentrons dans une époque où il y a des nouveaux outils et ceux qui savent utiliser ces outils ont bien sûr un rapport de force hyper favorable en leur faveur et le grand public risque de faire les frais de ces mutations. Donc, c'est le dernier point en matière d'influence, le dernier vecteur d'influence que je voulais vous présenter. Après, l'influence corporelle, le choix des mots, les films, j'ai sauté les dessins animés, mais vous l'avez vu, tout ce qui est soft power et influence en géopolitique.
il y a vraiment vigilance à faire, à avoir dessus. On nous passe le cas des sorcières, qui est pourtant très intéressant, mais j'aimerais bien maintenant arriver dans la deuxième partie. Il me reste 10 minutes et puis après, on va débattre ensemble. Quels sont les vecteurs de résistance? Alors, évidemment, il n'y a rien qui est facile, il n'y a rien qui est simple, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de boule de cristal. Moi, personnellement, c'est de multiples lectures qui ont été pour moi une sorte de catalyseur de compréhension. Ça a commencé par le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, un livre très connu, 5 millions de livres vendus dans le monde, donc un livre qui a eu énormément de succès. C'est ce livre qui m'a fréquenté. Alors, il y avait un terrain fertile, bien évidemment, hein, mais c'est ce livre qui m'a donné envie d'aller plus loin et de mieux comprendre les ressorts de la psychosociologie, qui, elle, est une discipline académique et qui fait la jonction, en quelque sorte, entre les aspects sociologiques et psychologiques. La sociologie, je vous rappelle, c'est l'étude des groupes entre eux. La psychologie, c'est l'étude de l'impact d'une personne sur une autre personne. Hein, voilà. Et la psychologie, c'est un peu le croisement des deux. Bon, les puristes me diront que ce n'est pas exactement ça, mais c'est un moyen de bien séparer les différentes disciplines. Je vous recommande aussi la lecture du bug humain, parce que le bug humain de Sébastien Bollard nous fait prendre qu'on est faible par rapport. On n'est pas outillé pour avoir une bonne maîtrise de nos choix et que de toute façon, on se fera toujours influencer par plus fort que nous. Sébastien Bollard explique que nous avons vécu des centaines de milliers dans un monde de privation. Alors, si vous avez des convictions religieuses monothéistes, je ne veux heurter personne, mais si on considère, comme Darwin, que nous sommes issus de l'évolution et que nos ancêtres couraient à nus dans la savane depuis des centaines de milliers d'années, Sébastien Bollard explique que on manquait de nourriture, on manquait de relations humaines, on manquait de sécurité, et notre cerveau s'est façonné dans un contexte de manque. C'est pour ça que nous avons dans notre cerveau une zone qu'on appelle le striatum, et le striatum, c'est quelque chose qui nous pousse à avoir toujours plus d'interactions sociales, toujours plus de nourriture, toujours plus de tout. Et quand vous avez un outil comme Facebook, ou même comme LinkedIn d'ailleurs, hein, qui nous propose des notifications, eh bien, chaque fois que nous avons une nouvelle notification, notre striatum est content et nous avons quelque part une émanation de dopamine, hein, et des molécules qu'on appelle les molécules du bonheur, hein, l'ocytocine. Et Sébastien Bollard explique que tant qu'on n'a pas pris conscience de ça et qu'on ne met pas en place des choses pour structurellement pouvoir avoir le maîtrise de nos pulsions, on n'y arrivera pas. Et si vous voulez, dans cette seconde partie dans laquelle vous attendez de moi que je vous donne des trucs, des astuces, des moyens pour avoir un recul critique, je ne peux rien vous donner en tant que tel, si ce n'est un chemin qui est long, qui est difficile, qui passe par la prise de conscience. Moi, c'est passé par des livres, ça peut passer par d'autres choses, hein, vous pouvez faire des belles rencontres. Mais ces livres qui nous donnent le temps long, qui nous donnent une capacité de recul, qui nous font comprendre doucement, étape par étape, un petit peu qu'une sédimentation, hein. Pour moi, c'est le meilleur moyen. Là, vous avez Toxic Data de David Chavalarias, qui lui insiste sur l'impact des GAFAM. Voilà, c'est une autre couche qui nous permet encore une fois de prendre un recul critique. Je passe sur Gérald de Bronner et l'apocalypse cognitive, et j'arrive quand même à ce qui pourrait être vu, et ça sera ma dernière diapositive avant la conclusion, ce qui peut être quand même, allez, j'ai envie de dire, un mode opératoire pour pouvoir essayer de mieux nous défendre, de nous battre dans un univers qui est un univers d'influence. Premier temps, on peut avoir une action individuelle. Par exemple, mon métier, c'est l'intelligence économique et c'est la veille. Par exemple, avoir une bonne maîtrise de ces flux informationnels, c'est-à-dire s'abreuver une bonne source. Essayer de minimiser, voire de masquer toutes les sources non qualifiées qui peuvent être des pièges à attention. C'est déjà une très bonne chose. Ça peut passer par quoi? Déjà, se couper sur les médias sociaux de toute une série de choses, de sources, hein, de personnes qui sont finalement pas si intéressantes que ça. Ça peut être la mise en place, quand on est dans une organisation, parce que l'intelligence est aussi collective, et là je sors de la présentation individuelle et je passe à une présentation qui peut être collective dans une entreprise, ça peut être la mise en place d'une dynamique de veille ou une dynamique d'intelligence économique qui va alimenter les bonnes personnes avec les bonnes informations.
Vous voyez ici, il y a sur les notifications, je viens d'en parler. Si je vais maintenant sur la partie collective, il va falloir aussi qu'au-delà de ce qu'on peut faire individuellement, je pense que nos gouvernants doivent absolument prendre conscience que les GAFAM ne jouent. Alors, je vais prendre des précautions oratoires, parce que l'idée, c'est pas non plus d'avoir un discours trop clivant et dire les GAFAM sont un danger démocratique. Je crois que j'avais dit d'ailleurs cette phrase en début de conférence. Je vais la matiner un petit peu, je vais la modérer un petit peu, parce que présenter comme ça pour point, ça va pas faire avancer le débat. Mais c'est sûr que dans cette grande révolution numérique, il y a une modification des rapports de force, il y a des enjeux que nous avons du mal à percevoir, et il est possible que nous autres individus et États et certaines entreprises qui sont plus dans des modèles économiques du XXe siècle se retrouvent en position de faiblesse. Et donc, il faut absolument pouvoir mettre des contrepoids. Et ces contrepoids doivent être à tous les niveaux. Vous avez donc sur ce slide une idée qui peut paraître bizarre, mais vous voyez, créer une loi sur l'atteinte à la vie démocratique. C'est quelque chose que l'auteur développe, je vous donnerai la source, de manière très structurée, et qui nous fait prendre conscience que à chacune des interactions sociales, individuelles, collectives, dans les organisations et dans les entreprises, et au niveau étatique, au niveau des nations, il y a un effort important à faire. Alors je suis bien conscient, j'ai fini mon heure, je suis bien conscient d'avoir ouvert quelques portes, parfois un petit peu mal entrouvertes. C'est un petit peu le danger d'une conférence en 1 heure, alors que c'est une présentation qui peut durer une journée. Quelque part, ça nous donnera l'occasion d'échanger, et vous pourrez me poser plein de questions. Je vais terminer avec une référence antique. Connais-toi toi-même, Gnotis Eoton. Je pense que s'il y avait le mot de la fin, c'était une incitation à creuser ce qui vous intéresse, ce que vous êtes, votre environnement, ce qui vous influence, ce qui nous entoure, pour mieux comprendre les mécanismes. J'espère vous avoir donné envie d'aller plus loin, d'avoir allumé quelques lumières, même si parfois c'était un petit peu rapide, un petit peu maladroit. En tout cas, c'est un sujet totalement passionnant. C'est un sujet qui est, même s'il est parfois un petit peu anxiogène, c'est un sujet qui est quand même extrêmement valorisant, parce que ça nous donne l'impression de mieux maîtriser notre vie, de reprendre le volant de la voiture ou le guidon du vélo, pour faire une métaphore qui est un peu plus écologique. Et voilà. En tout cas, en tout état de cause, Sabrina, merci pour cette invitation. À vous les studios, j'ai envie de dire, et c'est parti pour le feu des questions.